Nous commençons donc la dernière section de cet après-midi. Nous allons d'abord écouter Michel Zimmermann et ensuite Sarah Troche. Donc je donne tout de suite la parole à Michel Zimmermann qui va traiter le thème Baudelaire, Manet et le self-fashioning, le présent qui aura été. Nous écoutons. Merci. En effet, j'ai changé un peu mon titre, comme vous voyez, dans mon travail. L'effet très très contemporain de la mascarade, partant des social media, des selfies, a pris un rôle assez important puisque je me suis penché sur disons, en bref, sur Courbet assyrien. Merci de m'avoir invité pour ce qui sera une séquence de mini-chapitres, mini-observations, disons une esquisse certainement trop petite d'un tableau peut-être trop grand. Il y a ces mini-chapitres. Le premier sur les selfies, pour être bref. Le second sur Courbet assyrien. Le troisième sur Baudelaire, critique de Courbet. Le quatrième sur un certain aspect de Constantin Guis par Baudelaire. Le cinquième sur Manet qui a réagi au peintre de la vie moderne. Et puis une coda sur la métalecture de Benjamin de Baudelaire. Et enfin, peut-être un Manet déjà un peu benjaminien et qui serait le peintre de la vie moderne. Je commence avec ça et je vais être bref. Je vais, disons, au lieu de dire des choses, j'essaie de les faire dire par les images. On commence par la mascarade moderne. L'idée, c'est que le selfie n'est pas accompagné de l'idée de vouloir être authentique. Donc le selfie, au fond, est une comédie et non pas un signe de narcissisme quand on l'insère dans les pratiques sociaux qui l'entourent. On commence avec un élément du lexique qui dirige la syntaxe du selfie. Et je prends surtout, il y a quelques éléments de la sémantique très complexe des émoticons. Et je prends comme exemple le point-virgule très grand P qui devient un emoji. Ici, vous avez une liste avec les emojis et le premier, en haut à gauche, serait à peu près la traduction de l'émoticon que vous venez de voir. Vous pouvez même, dans l'Internet, acheter une masque pour vraiment vous mettre sur la tête. Et il est devenu un jeu assez répandu d'adopter cette mimique qui n'est naturelle, qui n'est pas naturelle du tout, c'est-à-dire essayer de twink, c'est vraiment difficile, il faut s'y exercer, il faut être presque il faut presque être un acteur pour réaliser ça. Ce modèle est probablement authentique et c'est peut-être le même idéalisé, retravaillé avec Artificial Intelligence qui devient ça, plus joli, artificiellement joli. Mais maintenant, je vous montre un fameux acteur qui a réussi. Il y a d'ailleurs un mini-film que je ne vais pas vous jouer à cause de temps, mais amusez-vous, c'est très drôle à voir parce qu'il y a un acteur qui propose à Obama d'adopter cette mascarade. Il prend une masque après l'autre. Au bout de 20 secondes, vous en aurez 4
Donc c'est une mascarade très moderne, comme l'a souligné récemment cet auteur qui est d'un mini-livre sur les selfies, un livre que je trouve très intelligent, et qui, de qui j'ai pigé cet argument contre le narcissisme des selfies. Le selfie pour lui est une stratégie de se faire image au moyen de la mimique et du côté gestuel. Et de manière très élégante, il reprend Avi Warburg et prouve qu'il y a une histoire de la mimique. Donc la mimique n'est pas si naturelle que nous le pensons, elle est plus codifiée et elle rattache le jeu des selfies plus à la commedia dell'arte que à quelque chose de l'image authentique de l'artiste qu'on imagine normalement romantique dans cette mascarade. Et il imagine un avenir transformé par intelligence artificielle qui nous permet de faire des faux films de nous-mêmes ou de nous créer des fausses visages interagissant avec les fausses visages autrui. Cela transforme de manière radicale un phénomène qu'on a discuté comme très postmoderne, surtout, je vous montre ici Andreas Reckwitz, qui a récemment eu le prix Leibniz, donc il est devenu très célèbre. Il a d'abord écrit un gros livre absolument indigestible, Das Hybrid des Objets, dans lequel il trouve la subjectivité moderne à la fois dans le registre artistique, donc tout et chacun de nos jours est devenu artiste, mais artiste de marketing, de self-marketing, de self-fashioning. Et ce sujet se comporte à la fois comme anticulturel, donc il faut toujours qu'il y ait ce que nous appelons souvent ironie, mais une ironie marchandise, qui plutôt se fait intelligent que d'être intelligente. Et l'autre côté est le sujet de consommation. Donc il y a toujours la production de soi-même et le self-fashioning en tant que consommateur. Les selfies donnent un nouveau accent à cela. Voilà le livre avec lequel il est devenu très célèbre, Die Erfindung der Kreativität. Donc, le mouvement du romantisme à nous aujourd'hui, c'est le mouvement du génie pathologique à la normalisation de soi en tant que ressource de créativité, toujours sous-entendu marketing. Voilà. Première remarque. Seconde. Maintenant, je vais vous parler de l'authenticité de Courbet. Courbet s'est forgé une image publique dès qu'il essayait d'exposer. Il a essayé d'exposer cet autoportrait en 1847, mais il a été refusé. Et en 1947, le titre était « Souvenir de Consuelo ». C'est très compliqué. Il se présente en joueur de violoncelle, il est peintre, il se souvient de Consuelo, femme, il est un peintre même très masculin, et il tient l'archet dans la main gauche, mais il est droitier. Donc il a refusé de renverser l'image miroir pour le spectateur, ce qui est, on peut le prendre, on peut le dire comme un signe d'authenticité. Donc on peut longuement parler du côté authentique et du côté mascarade, déjà dans Consuelo. Je vous ai mis les deux citations qui montrent la mascarade. C'était une bohème. Elle était nomade. Constantinople, Mexico, Archangelsk. Mais elle n'était que de profession.
ni gitana, ni hindou, ni plus qu'israélite en aucune façon. Elle était de bon sang espagnol, il y a un côté un peu racial, mais avec une origine quelque peu mauresque. Donc il y a tout le cliché du bon orientalisme contre le mauvais orientalisme, redoublé en sa personne, et puis le moment de l'éclosion, de l'épiphanie de son caractère, elle laisse le côté le mauvais orientalisme, la grande nature qui s'ignore elle-même, et puis elle montre le vrai Orient. D'ailleurs, aller à 15 mètres, dans la Biennale de Lyon, il y a une présentation sur le café postcolonial. Et dans cette présentation, vous trouvez le bon et le mauvais orientalisme du café. Et dans Consuelo, c'est enfin le charme pénétrant et suave de la femme pure et recueillie qui se connaît elle-même. Donc, c'est Courbet qui pose avec le souvenir musical. La musique, c'est une autre thématique de Consuelo, comme ça. Je me réfère à ces deux livres très importants, tous les deux, juste pour ne pas apparaître trop originel moi-même. Et maintenant, on va parler de Courbet au milieu de l'atelier. Très brièvement, on va parler d'une image sérieuse et d'une caricature, et de l'histoire comme elle est racontée normalement. Donc, la citation très fameuse de la lettre à Champfleury, quand il peignait l'atelier avec... tout est énigmatique dans cette lettre, que l'on utilise souvent, ou presque toujours, pour interpréter le tableau. La remarque énigmatique, moi peignant avec le côté assyrien de ma tête. Qu'est-ce que ça veut dire, le côté assyrien de ma tête? À gauche, il y a les caricatures rendues sérieuses à nouveau, avec Napoléon III en tant que braconnier et toutes ces histoires très connues. À droite, il y a les actionnaires, c'est-à-dire ceux dont Courbet aurait aimé qu'ils seraient ses amis, pas vraiment ses amis. C'était une politique de l'amitié souhaitée, pas une vraie histoire d'amitié. Et il y a Proudhon, Madame Sabatier et surtout à droite Baudelaire qui nous intéressera beaucoup. Donc prenez ici la tête de Courbet et la tête de Baudelaire qui sera un peu la thématique de ma présentation, la vérité tout court, c'est-à-dire le modèle nu derrière lui, etc. Il a essayé cette tête dans un tableau avant, et à droite Baudelaire, et dans la lettre il dit encore qu'il est accompagné de Jeanne Duval. Vous la voyez ici en grisaille sur le mur, je crois que tout le monde peut reconnaître, à côté de lui, mais Baudelaire a obligé Courbet à la cacher. Et elle est réapparue tel un fantôme, je crois que c'est très Jean Duval. Et bon, Baudelaire n'a pas posé à nouveau pour lui, mais en 48-49, il y avait ce fameux portrait, très loué, plus Baudelaire que tous les autres, et il a recopié de ce portrait. Et l'histoire, en histoire de l'art, est racontée comme ça, puis arrivaient les caricaturistes, avec le côté assyrien, la longue barbe pointue, Courbet prophète, Courbet qui devient son propre logo, de manière à ce que même Consuelo, maintenant, est corrigé dans le sens de cette barbe, et on peut longuement raconter ces histoires. C'était surtout Nadar, le photographe, qui était aussi caricaturiste, qui a repris cette tête ici expressément
assyrienne de Courbet. Mais il n'en est pas ainsi. La caricature était là d'abord. Avant même que Nadar se moque de Courbet, quand M. Courbet nous aura fabriqué son édition de son portrait, qu'est-ce qu'il nous donnera? Bon, il sera divinisé. Et avant ça, il y a une caricature, c'est celle-ci, et c'est la manière par laquelle on la reproduit toujours. Et on dit même que cette caricature est de Baudelaire. Mais malgré que c'est publié, peu de gens connaissent cette feuille. Vous voyez qu'en bas, il y a le grand Courbet. En dessus, ici, il y a l'autre Courbet. Et vous allez voir que personne n'a jamais vu, étrangement, qu'il y a un troisième. Et bien sûr, il y a une Jeanne Duval à côté de Baudelaire. C'est des caricatures de Baudelaire. Évidemment, Baudelaire a donné cette feuille à Nadar, qui a mis les inscriptions. Dessin de Baudelaire par lui-même, Nadar. C'est probablement, ça date de l'époque quand Courbet a fait le portrait. Donc, Courbet c'est Baudelaire qui a inventé le côté assyrien. Ici, vous voyez très clairement que, évidemment, Courbet a essayé de répéter cette double structure de la feuille en propriété de Nadar. Dans cela, ici, il y a d'ailleurs un Courbet en face, et non pas déjà son propre pictogramme que nous avons suivi et qu'il a si utilement utilisé. Il y a derrière ce Courbet de Baudelaire, et ça c'est mon idée, mon interprétation que je propose, une histoire. Un Assyrien, qu'est-ce que c'est pour Baudelaire? C'est ce Sardanapale qui est la quintessence, qui est pour lui le tableau. Il ne le dit pas clairement, mais il dit que c'est le de la croix. Quel est le meilleur tableau? On ne saurait le trouver. Mais dans la même, c'est en 1855, l'année du tableau de l'atelier, qui dit: je suis fâché que le Sardanapale n'ait pas réparu cette année. Et puis il dit qu'il y a des belles femmes claires, lumineuses, etc. C'est un peu bête. On a toujours interprété la figure comme celle d'un ironisme esthétique, donc un romantique qui tire le plaisir esthétique d'une vision de la fin. Ça gagne. Tel un héron qui voit sa Rome brûler. Mais puis, l'association des femmes devient plus intelligente, des femmes d'intimité. On dirait qu'elles portent dans les yeux un secret douloureux. Et puis, c'est des femmes malades de cœur. Le crime et la sainteté et tout ça. Et puis, là, le mot vient, c'est-à-dire des mots-clés qui joueront un certain rôle dans mon exposé, je les mets en gras. Surnature, surnaturalisme. Et il a trouvé ce même regard dans les femmes d'Alger. Et il la retrouve dans Sardanapale, côté féminin de Sardanapale, et il y a un côté féminin de Courbet. J'ai trouvé dans un texte de 1862, mais qui cite un texte de 56, cela. Comme je ne sais pas faire le portrait, je vais m'adresser à un artiste. C'est ce Alfred Delvaux qui fait ça et qui cite Théophile Sylvestre. C'était un très beau et très grand jeune homme. Sa remarquable figure semblait choisie et moulée sur un bas-relief assyrien. Ses yeux noirs, brillants, mollement fondus, et bordés de cils longs et soyeux, avaient le rayonnement tranquille et doux
des regards de l'antilope, etc. Et puis, l'homme qui cite Théophile Sylvestre dans ce livre-tel lu avait dit « Seulement il est doué, comme la femme, d'un soupçon divinateur, etc. » Donc, féminiser cet ultra-mâle, qui est Courbet, était inscrit dans le Courbet sardanapale. Je crois qu'un texte comme celui de Théophile Sylvestre serait impossible sans cette association au côté féminin sardanapale diffusée par Baudelaire. Donc, une mascarade, donc ce que Nadar caricature comme ça, la prolifération du moi devenu logo, anticipe le tableau. Le tableau fait partie de ce jeu. Et il n'est pas déclenché par le tableau. Bon, qu'est-ce que Baudelaire pensait de Courbet? Pour ne pas parler avec trop de citations, je passe dessus. Je vous donne un peu une idée clé de comment Baudelaire place son Courbet. Pour lui, c'est quelqu'un qui a réagi très bien contre Ingres, par exemple. Mais malgré ça, les deux sont du même côté. L'imaginaire et le réel banal peuvent aller de pair quand l'imaginaire est stylisé, ornemental, nerveux. Et c'est contre la vraie imagination, celle de Delacroix, le bizarre, l'individuel, l'imprévu. De manière plus compliquée, on peut le dire avec ce schéma, il y a d'un côté déjà deux opposés, deux fanatismes inverses, dit Baudelaire. Le fanatisme de l'idéal du dessin, celui d'Ingres, et celui de la nature, du positivisme dont Courbet se réclame, de la science, du progrès, celui de Courbet. Et de l'autre côté, il y a Delacroix avec l'individuel imprévisible, cette notion de tempérament que Zola prend seulement de Baudelaire en lui donnant un autre accent. Mais cette idée de coder le tempérament artistique, de cette manière, est une idée foncièrement baudelairienne. Donc, je passe un peu sur des citations, ici quelques mots-clés, dans l'exposition universelle 1855, il commence avec l'éloge du bizarre, de l'idée ressuscitée, etc. Et contre cela, il oppose l'idée du progrès. Et il y a ici le mot qui revient dans son discours sur Manet, la décrépitude. Ces textes sont très connus, donc vous me pardonnez si je ne vous donne pas vraiment le temps de les lire. Je passe sur un peu trop de textes. Ce qui est essentiel, que pour lui, Courbet a sa légitimation dans la révolte contre Ingres, mais il reste du même côté, à cause de l'approche enfin doctrinaire. Il n'arrive pas à se mettre du côté des surnaturalistes, celui de Delacroix. Donc, ici, je mets en lettres gras la place où Baudelaire positionne son Courbet. Je crois que c'est le résultat de beaucoup de réflexions, parce que c'est une tentative d'interpréter le côté contradictoire qu'il y a dans Courbet. Quand on lit attentivement, c'est très consistant, c'est pas si contradictoire que ça. Et voilà pourquoi Courbet n'est pas vu en face comme Jean Nouvel. Il est vu
de côté comme il est considéré de travers. Le réel banal, la réalité, etc., ça contre la photographie entre parfaitement du côté de Courbet et du naturalisme, du réalisme et tout ça. La photographie peut avoir un aspect positif, mais comme Courbet, comme réaction contre lumière, le trop ornemental et tout cela, mais elle doit rester serviteur. Bon, puisque la prochaine conférence portera sur la table rase de l'enfance, de la naïveté, je vais être très très bref sur Constantin Guis. Ici, ce n'est pas le même schéma, mais un autre. Aussi, mon argumentation sera résumé de manière très schématique ici. Même la notion de moderne et de contemporain chez Baudelaire est très ambiguë. D'un côté, il souhaite avoir le contemporain. Mais le contemporain, il est dit dès le salon de 1846, la vie des souterrains de la grande vie, pas la vie de la photographie documentaire. Et de l'autre côté, il y a le bizarre, etc. Et il trouve une conciliation dans la figure de Constantin Guis. La référence à Edgar Allan Poe, Man of the Crowd, est très connue, je passe un peu dessus. Donc, il y a cette Man of the Crowd qui est un convalescent et il a été sur le point de tout oublier et maintenant, contre cela, il se souvient de tout. Et il est capable il ne peint pas dans la foule, mais il se retire le soir, quand tout le monde dort, et là, avec la mémoire fraîche, il faut que ça soit déjà devenu mémoire synthétique, mais très fraîche. Il est capable de synthétiser l'esprit de la foule, de portraiturer pas des gens qui ensemble font une foule, mais de portraiturer la foule. Et puis devient cette citation catastrophiquement simple, dégager de la mode ce qu'elle peut contenir de poétique et tirer l'éternel du transitoire. Comme si c'était si simple. Et voilà des exemples de cette stratégie. Et pour être très bref, je regarde la montre qui est implacable. Je passe sur mes quelques textes sur Manet. Je peux le dire très bref. Manet a la même place que Courbet. Systématiquement, il prend la même place. Avant, il y a cette fameuse affaire de la lettre. Manet souhaite avoir contre les gens qui l'insultent le jugement de Baudelaire. Et sans se rappeler que Baudelaire avait écrit ça. Et puis, est-ce que vous êtes un Chateaubriand? Est-ce que vous êtes un Wagner? Il aurait pu dire, est-ce que vous êtes un Delacroix? Non. Ces hommes sont des modèles. Vous n'êtes que le premier dans la décrépitude de votre art. Et il ajoute innocemment, j'espère que vous ne m'en voudrez pas du sans façon avec lequel je vous traite. Vous connaissez mon amitié pour vous. Voilà. Mais Manet, très bref, je résume ça de manière esquisse pour moi, mais je suis Bourdieu dans cela. Ce tableau est la réponse de Manet à l'atelier. On se place dans la foule.
il y a la musique, mais elle n'est pas comme dans cette illustration au fond de l'image, mais elle est là où nous sommes. C'est-à-dire en allemand, comme on pourrait faire ce jeu de mots, wir sind da, wo die Musik spielt. À gauche, le premier à gauche, c'est Manet, qui aspire dans la foule, avec plein de figures portraiturées, mais aussi caricaturées, de trouver sa place. C'est-à-dire, ce qui chez Courbet était une aspiration prétentieuse, chez lui est devenu un geste élégant d'individualiser la foule et de demander de manière assez élégante, est-ce que je pourrais avoir une place parmi vous? Qui est ce vous? Je ne vais pas vous faire toutes les personnes. Il y a la veuve Lejaune chez qui il a rencontré Baudelaire, et regardez sur la tête foulard bleu de Madame Lejaune. D'ailleurs, à droite, il y a Madame Jacques Offenbach, qui est là. Voilà, très discret, devenu caricature. Baudelaire, il y a une autre caricature devant un autre tronc d'arbre, c'est Jacques Offenbach. Et c'est parmi cette foule que Manet aspire à sa place. Ça, c'est une histoire, oui, je l'ai pris dans Bourdieu et j'ai développé un peu là-dessus, pour surtout prouver, Bourdieu n'a pas interprété comme ça, que c'était la réponse Manet, qui connaissait déjà le texte auquel Baudelaire avait longtemps travaillé, du peintre de la vie moderne, qui sortait 3-4 mois avec le tableau. Après le tableau a été montré chez Martinet. Donc, autre histoire de prétendre à se créer un visage connu par des visages déjà devenus caricatures. Jacques Offenbach. Autre histoire de mascarade. Permettez-moi deux brèves remarques. Une remarque sur mon idée clé, pourquoi l'éternel et le transitoire sont une histoire si problématique. C'est Walter Benjamin qui l'a vu. Une remarque particulièrement révélatrice pour comprendre son approche au concept de la modernité avec Baudelaire, mais en ce qui concerne ce point contre Baudelaire, c'est l'idée qu'on puisse tirer l'éternel du transitoire. Man kann nicht sagen, dass das in die Tiefe geht. Ce n'est pas profond. Der schwächste Punkt, le point le plus faible chez Baudelaire. Pourquoi? Je donnerai deux réponses. D'un côté, le transitoire n'existe au fond pas. En résumant, Benjamin. Le transitoire, c'est le hasard. C'est le joueur. C'est-à-dire quand le premier jeu est un échec, je recommence. J'oublie l'échec. Chaque jeu annule l'autre, le dernier. C'est un régime de l'oubli, de suppression, de la seconde et de la marchandise. Le plaisir d'une marchandise est tout de suite oublié et au profit de la prochaine. Bon, je laisse le côté Erlebnis, Erfahrung. Benjamin développe toute une terminologie pour ce qui est annulé, c'est Erlebnis, et pour ceux qui entrent dans une narration, par exemple biographique, Erfahrung. Donc c'est la première raison pour laquelle le transitoire n'existe pas. Il existe seulement comme ce matériel de laquelle l'artiste fait quelque chose, tire quelque chose. Il ne le tire vraiment, pas vraiment, mais il le crée quand il arrive à l'éternel. Et de l'autre côté, ce n'est pas une extraction du transitoire, mais c'est une invention qui défigure le transitoire. C'est seulement dans les correspondances, dans les allégories, dans ce travail de
de détruire, de faire tomber en ruine le transitoire, que on peut en tirer n'importe quel éternel. Et cet éternel, j'ai souligné dans les textes de tous les remarques dans lesquelles Baudelaire appelle l'artiste divin, à côté d'un auteur qui a écrit sur Hyperchristen, je n'ose pas développer ce parfum vraiment, mais pour Baudelaire, c'est une action messianique, dans le sens de sa de philosophie de l'histoire tardive. Les essais sont écrits immédiatement après les fragments sur Baudelaire, Central Park, etc. Et enfin, pour Baudelaire, l'artiste regarde en arrière, comme l'Angelus Novus, figure clé pour lui, surtout de sa philosophie de l'histoire. Il regarde derrière lui sur les ruines, sur le transitoire, qui est ruine sur ce qu'il faut sauver de la décrépitude de son temps. La modernité est une catégorie toujours établie après coup. Et maintenant, Coda, je pourrais montrer qu'une seule image, mais je voudrais la dire en termes de la prostituée en tant que marchandise et allégorée du capitalisme, le péché original de la modernité. Et maintenant, permettez-moi de lire ça. Die Entwertung der Dingwelt in der Allegorie wird innerhalb der Dingwelt selbst durch die Ware übertroffen. Donc, la dévaluation des choses dans l'allégorie. On parle de l'allégorie du XVIIe siècle. C'est la vanitas. Elle est surpassée par la dévaluation des choses dans la marchandise toujours promesse mensongère. Die Erbsünde, le péché original, la notion la plus vieille, était éprouvée, assez éprouvée, für Baudelaire, erprobt genug pour le phénomène déconcertierend, un mot très calé sur le côté synesthésique des correspondances naturelles, forêt des symboles, mais innaturel capitalisme. La forêt des symboles, le côté exotique, ça, c'est la nature perdue. Et la marchandise, c'est l'allégorie produite par le poète, c'est l'allégorie produite, un produit. Et donc il y a ce double rôle de l'allégorie artificielle qui répond au néant de la marchandise, l'éternel, transitoire, qui est synthétisé dans la prostituée, qui est la figure à laquelle une seule chose n'est pas vendable. Oui, on peut en parler longuement, mais je vais supprimer ça. Montrer quelques images de comparaison. Oui, peut-être je reviens à ça. Ce tableau de Manet a été peint quand la femme n'était pas encore porteuse du message publicitaire. Ça vient 10 ans après. Les femmes peuvent être publicité pour un spectacle, les chérettes, mais pas pour du parfum, du café, enfin pour n'importe quoi. Ça vient après. Et puis, il y a le jeu que la femme vue de derrière,
le client, qui ce sommes nous, et la femme vue en face, c'est-à-dire, elle nous regarde pas. Elle refuse le regard. La réponse du regard l'aura refusé. Voilà, je termine avec citation die Frau bei Baudelaire, das kostbarste Beutestück im Triumph der Allegorie. La victime la plus valable dans le triomphe de l'allégorie. Das Leben, welches den Tod bedeutet. La vie signifiant la mort. La marchandise à sa façon. Diese Qualität eignet am unabdinglichsten der Hure. C'est ici, il faut traduire par le putain, c'est la qualité du putain. Diese Qualität eignet am unabdinglichsten der Hure. Sie ist das Einzige, was man ihr nicht abhandeln kann. Und für Baudelaire kommt es nur darauf an. Cette qualité de signifier la mort, c'est la seule chose que la putain ne vend pas. Voilà. Une modernité très baudelairienne. Et c'est mon idée clé, pardonnez-moi d'avoir trop épuisé mon temps, une modernité qui va de Vasari jusqu'à nous. Merci. Merci.